Salut, si tu kiffes mes vidéos, n'hésite surtout pas à t'abonner, à activer la cloche et à lâcher un like. Merci. Salut, c'est Jogboy, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, je suis avec Dead & Mushy Productions. Est-ce que tu peux te présenter? Eh bien, bonjour à toi. Déjà, merci pour l'interview. Vas-y. Du coup, je m'appelle Denden Mouchi Productions. Je suis un artiste, plus ou moins artiste français très amateur. Et je suis connu, plus ou moins, encore une fois, pour ma reproduction des couvertures, donc des jaquettes One Piece, avec le style du manga Bleach, tout simplement. Donc, moi, de mon côté, mon boulot dans la vie, c'est pas du tout d'être artiste. Et depuis 3 mois, j'ai pour projet en fait de reprendre toutes mes couvertures One Piece, ce qui fait un sacré volume, pour les mettre à la sauce Bleach. Donc avec un style très épuré, avec un design très propre, et toujours dans une démarche où l'idée c'est de garder l'esprit des deux mangas. Ok. Et bah du coup, comme t'as dit, tu fais pas ça de base dans la vie. Donc, ma première question, c'est comment t'es venue l'idée de faire les couvertures One Piece dans le style de Bleach? Alors, donc la raison professionnelle, donc moi absolument en effet dans la vie je gagne absolument pas ma vie avec l'art, tout simplement parce que c'est un métier assez compliqué. À la base je voulais m'orienter là-dedans il y a des années mais j'ai laissé tomber. Moi à la base je travaille dans le marketing et en gros pour ce projet-là, ça a été une sorte, pas un projet collaboratif, mais l'idée c'était que moi j'ai des étudiants, je voulais motiver les étudiants à faire quelque chose. Et donc pour les challenger, je me suis moi-même challengé sur un projet de contenu. Et pour trouver cette idée, ça a été assez simple en fait. Moi je suis un grand fan de One Piece depuis l'âge de 10 ans. Sachant qu'aujourd'hui j'en ai à peu près 29, donc ça fait un petit moment. L'année dernière, en fait, j'avais vu passer une trend sur Twitter où une personne avait refait la jaquette du tome, je crois que c'était d'ailleurs le tome 78 avec Doflamingo dessus, avec le style de Bleach. Et donc bien sûr, le tweet avait explosé et ça avait lancé la trend, alors je sais pas si c'est ce tweet ou un autre, hein, mais qui avait lancé la trend, on va dire One Piece cover X Bleach. Et pendant quelques jours, on peut retrouver l'historique, hein, c'était parti un peu en freestyle sur Twitter, avec des gens qui reprenaient One Piece, mais qui reprenaient aussi d'autres mangas à la sauce Bleach. Et en fait, je cherchais une idée à faire autour de One Piece, je me souvenais de cette trend, et en fait j'ai démarré très simplement, mais alors vraiment très très rapidement, hein, en une soirée, en gros, je me suis posé sur mon ordi, j'ai fait 3-4 couvertures pour essayer. Donc tome 1, tome 2, tome 3 et tome 4. Vous pouvez toujours trouver le post sur Reddit d'ailleurs. Et en fait, je l'ai posté un soir avant d'aller me coucher. Et je me suis réveillé le matin et je vois que j'ai un peu plus de 1500 likes, des dizaines de commentaires de personnes à droite, à gauche. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, il y a un truc à faire, quoi. Il y a un truc à faire parce que sur Reddit, c'est pas la même chose, hein. C'est plus facile d'avoir de la visibilité sur Reddit que sur Twitter, que sur Instagram, etc. Donc c'est très bien pour tester une idée. Et en fait, quand l'idée a pris, le lendemain, je me suis posé, j'ai fait le tome 5, 6, 7 et 8. J'ai recommencé et j'ai refait exactement les mêmes interactions. Et en fait, je me suis dit, mais les gens adorent, donc on va continuer. On va continuer, on va se lancer le challenge de faire les 104 tomes qui étaient alors déjà plus ou moins disponibles, en tout cas au Japon. Voilà. Ouais, ok. Du coup, en fait, à l'origine, c'était même pas prévu que tu les commercialises en tout cas. Ça, c'était pas dans le projet. Absolument pas. Tu comptais quand même les imprimer pour toi ou pas du tout? Alors, je comptais quand même les imprimer pour moi. À la base, c'était vraiment un projet pour moi. Parce que, en fait, c'est assez particulier, hein, mais il faut savoir qu'en France, pour aller voir des imprimeurs, c'est toujours mieux d'être une entreprise. Moi, j'ai ma propre entreprise à côté qui n'a rien à voir. Donc, dans tous les cas, moi, je savais que je pouvais aller les imprimer pour moi. Donc, c'était un coût. Parce que l'impression unique, ça coûte cher. Mais je me suis dit, bon, quitte à aller jusqu'au bout d'un projet, moi j'aime bien le finir, j'aime bien avoir un truc physique derrière, parce que les interactions c'est cool, mais avoir le produit fini c'est encore mieux. Et en fait, on m'a juste littéralement harcelé, surtout sur le dernier mois. Alors quand je dis harcelé, faut comprendre la volumétrie, hein.
Mais en fait, c'était quelque chose qui revenait assez souvent. C'était ok, est-ce qu'on peut les avoir? 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 Et du coup, je me suis mis dans l'idée de, honnêtement, si ça peut faire plaisir à des gens, c'est le but, hein, toujours. Autant aller les commercialiser parce que ça coûte rien en plus à le faire, tout simplement. Mais oui, ça s'est fait un peu en dernière minute, complètement. Et le fait de les commercialiser, ça n'a pas été un peu plus compliqué par rapport à tout ce qui est genre trouver l'imprimeur, le papier qu'il faut, le bon format, tout ça? Alors, pour l'impression en lui-même du produit, franchement, c'est nos régions ont du talent, comme on le dit. Et donc, trouver l'imprimeur, ça a été le plus rapide. Moi, j'étais en discussion avec plusieurs imprimeurs sur Instagram, mais qui n'étaient pas dans la région, hein. Moi, je suis en région parisienne. Et puis à un moment, en fait, je me suis juste posé et je regardais autour de moi. Et en effet, des imprimeurs, il y en a un peu partout. Et le plus simple, c'est toujours de se déplacer. Et en fait, je me suis rendu compte que pour eux, ce qui est normal, c'est leur métier, c'est d'une simplicité sans nom. Donc en fait, il suffisait juste de se rendre sur place avec une couverture One Piece et de la donner à la personne. Et moi, pour la petite histoire, c'était assez drôle parce que vraiment, l'imprimeur, c'était un peu un cliché de... Enfin, on aurait dit, ouais, pour le coup, en plus, c'est très drôle, un personnage de manga. C'est vraiment, il a pris ma couverture One Piece, il l'a pliée, il l'a reniflée, limite s'il n'était pas sur le point de la lécher pour trouver la bonne texture. Et en fait, après, c'est juste une recherche de papier. Eux-mêmes vont faire les tests, qui sont toujours gratuits en plus, jusqu'à trouver le bon grammage, la bonne brillance par rapport aux couleurs, etc. etc. Donc non, franchement, ils ont fait, c'est d'ailleurs assez incroyable, ils ont fait vraiment 90% du boulot. Et puis après, ça a été, de mon côté, une dizaine d'allers-retours pour trouver la forme parfaite, etc. Sachant que moi, j'ai fait toutes les erreurs possibles et imaginables que les imprimeurs détestent. L'exemple le plus simple, alors ceux qui connaissent le savent très bien, c'est que j'ai oublié les fonds perdus. Donc les fonds perdus, c'est quand vous découpez du papier, globalement, vous prévoyez toujours des fonds perdus, voilà, qui vont permettre en fait de pas grappiller sur votre visuel, parce que quand vous imprimez 500, 600, 700 feuilles de papier en même temps, et que vous les coupez en même temps, la lame, elle peut dévier de 1 ou 2 mm, et en fait, ça va se voir. Donc c'est pour ça qu'on prévoit ce genre de choses. Et en fait, c'est plein de détails comme ça qu'on découvre en allant voir un imprimeur. Ouais, parce que toi, du coup, t'as découvert un nouveau monde avec ça. Ouais, globalement, c'est pour ça, hein. Franchement, si vous allez sur des projets comme ça, c'est cool, hein, de passer par des plateformes comme Printful, Vistaprint, etc. Mais en fait, c'était pas possible pour ce genre de projet parce que déjà, c'est pas possible, d'accord? Il y a des gens peut-être qu'ils ont rien à faire et qu'ils impriment avec le premier papier venu et puis on verra bien. Moi, je me suis dit, quitte à ce que les personnes le payent, autant essayer de leur proposer la meilleure qualité possible, au meilleur prix aussi, hein, parce que l'idée, c'est pas de se ruiner. Et en fait, on découvre plein de choses. En fait, on découvre un métier, on découvre une façon de voir les choses. En fait, on se dit que là, typiquement, si je devais refaire un truc comme ça, premier réflexe, je vais voir un imprimeur, je lui explique mon projet et il me dit tout ce que je dois prévoir. Parce que globalement, eux, ça les dérange pas de faire des allers-retours, c'est leur métier, ils ont l'habitude. Et en fait, même quand vous discutez avec eux, vous vous rendez compte que, enfin, je devrais pas le dire, mais des grosses boîtes des grosses boîtes, je veux pas donner de nom, du CAC 40, même eux, enfin, ils font tout à l'arrache. Et vous vous rendez compte que vous, petit créateur dans son coin, vous prenez plus le temps de faire bien les choses pour les aider que des grosses boîtes du CAC 40 qui en ont absolument rien à faire. Donc non, allez voir des imprimeurs, discutez avec eux. J'ai reçu beaucoup de messages sur Instagram et sur TikTok. Comment tu fais pour imprimer? C'est quoi le papier que tu utilises, etc. J'en sais rien. C'est l'imprimeur qui gère tout. Moi, je n'en sais rien. Et c'est pour ça, si vous voulez le faire, allez voir votre imprimeur, vous lui montrez le papier que vous voulez, et il vous dira tout simplement combien ça coûte et ce qu'on peut en faire. Tout simplement. Ok. Pour revenir à même les couvertures, j'aimerais savoir, tu t'y prends comment en fait pour produire une couverture? Au pif, complètement. Non, plus sérieusement, c'est ce que j'avais aussi expliqué à Combini qui m'avait posé la question. Mais en gros, moi, j'utilise un logiciel qui n'est disponible que sur Mac. Donc, c'est pas Photoshop, ça s'appelle Pixelmator, qui est un copie de Photoshop, mais beaucoup moins cher, que j'utilise depuis des années. Même si je sais faire Photoshop.
Et après, pour la création, bah, en fait, c'est une expérience globale. C'est-à-dire que bah, quand vous êtes formé au marketing, au design ou à la com ou à des trucs comme ça, sans le vouloir, indirectement, bah, il y a des règles de base sur l'agencement des textes, des visuels, etc., que vous maîtrisez. Vous savez faire un site internet, en soi, vous pouvez faire ce genre de choses. Moi, qui plus est, à côté, je fais du dessin, donc la composition, c'est quelque chose que je connais assez bien. Après, je dis pas que je suis bon, hein, ça, il y a que les gens qui peuvent juger. Et puis après, bah, pour la composition des couvertures, là, j'ai vu passer il y a 2 jours une personne qui fait exactement le même challenge que moi, sauf qu'il va aller redessiner tous les personnages One Piece avec le style de Bleach. Donc c'est encore un niveau au-dessus. Moi, je voulais garder quand même le style One Piece, parce que c'est quelque chose qui pour moi est assez important. Et donc au final, on est vraiment sur du collage et de la retouche. C'est-à-dire que le plus dur pour faire les couvertures, c'était vraiment trouver les bons visuels. Même là-dessus, j'avais reçu des messages, ça me faisait tellement rire. Des personnes qui étaient là, mais où t'as trouvé ce visuel d'Arlong? Par exemple, sur le tome 10, je crois, j'ai utilisé un visuel d'Arlong. C'est un visuel qui a dû sortir dans un color spread il y a peut-être 20 ans. Donc pour le trouver, faut chercher. Hein. Donc tu tombes sur des sites obscurs avec d'autres images beaucoup moins nettes. Et surtout que tu dois essayer de les trouver dans la meilleure qualité possible. Donc c'est énormément de recherche de visuels, énormément. C'est peut-être le plus long, c'est peut-être la recherche de visuels. Et puis après, bah, c'est de la composition classique sur Photoshop, donc du détourage, de la retouche, trouver la bonne couleur, trouver le bon agencement, trouver la bonne typo. Essayer aussi de raconter une histoire avec les couvertures. Je sais que c'était la grande difficulté du challenge, c'était de garder une consistance sur 104 tomes, ce qui est énorme, et de se dire de quoi j'ai envie de parler avec la couverture. Et donc typiquement, alors il y a des gens qui m'ont beaucoup reproché pourquoi t'as pas mis tel personnage, tel personnage, tel personnage. Mais en fait c'est parce que c'est ma sensibilité quand j'ai lu le tome. Je sais pas si on prend le tome 84, je crois, où on voit la famille Vinsmoke. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « c'est dommage, le texte, il cache les visages de tout le monde, sauf 2. » En fait, c'est fait exprès. C'est fait exprès que sur les 5 visages, il n'y ait que 2 visages qui soient reconnaissables. C'est celui du père de Sanji, du judge, quoi. Et celui de son frère, le mec qui le bolosse pendant 4 tomes, quoi. Parce que c'est eux les 2 vrais antagonistes. Les autres frères et sœurs, on s'en fout, ils sont là pour faire de la figuration. Et donc dans ce tome-là, c'est vraiment eux 2 qui servent d'antagonistes à Sanji. Et donc c'est pour ça que je voulais les mettre en avant. Et après, après t'as des références à de la pop culture, hein, mais ça c'est encore une fois chacun sa sensibilité. Voilà, les tomes 98 et 99, j'ai un pote, il m'a fait rire, il m'a dit « Oh, tu t'es pas foulé ?» Et je lui ai dit « Ouais, mais en fait, c'est un clin d'œil aux affiches de cinéma des 7 samouraïs. » Et en fait, c'était juste pour créer un parallèle entre les 2 groupes qui ont attaqué Kaido. Donc le premier, c'était les Furo, et puis après, c'était les Supernovas. C'était ça l'idée générale. Surtout que celle-là, c'est des scènes emblématiques en plus. Exactement, parce qu'en fait, sur les derniers tomes, les derniers chapitres, j'ai pu commencer à utiliser des scans, parce qu'en fait, ils étaient juste tout simplement de meilleure qualité. Et je pense que tout le monde est d'accord pour dire que le style de Oda est de plus en plus fouillis. Alors dans le bon sens du terme, hein, c'est juste qu'il essaye de remplir le vide. Mais du coup, ça donne une quantité de visuels à pouvoir récupérer, de scènes à pouvoir récupérer. Et c'est un peu ce que je cherchais sur les derniers volumes. Même si des fois, j'ai pas le choix, je suis obligé de récupérer des visuels, des couvertures, parce que c'est ce qu'il y a en meilleure qualité. Et les visuels sont assez parlants. Et puis des fois, comme le tome, je crois que c'est le tome 42, où c'est la fuite d'Impel Down, là, clairement, là, par exemple, ça, c'est un des tomes qui m'a pris peut-être 2 heures, parce que je savais pas quoi montrer. Parce que je montre qui? Je montre quoi? Les mecs, je montre le Sunny, il n'y a pas beaucoup d'images du Sunny disponible gratuitement. Et en fait, la scène, moi, qui m'a marqué, c'est quand ils tombent sur le bateau, quoi, quand ils sautent tous. Donc je me suis dit, je vais reprendre cette scène, et je vais la reprendre dans un style que moi j'aime beaucoup, qui était les anciennes pubs Apple, avec
un peu ce négative color où vous allez avoir un fond coloré et des personnages en blanc ou en noir. Et en fait, je suis juste parti là-dessus parce que je trouvais ça cool. Et que le rendu, en vrai, était cool. Heureusement. Mais voilà, je réfléchis pas vraiment avant, je réfléchis sur le moment. Je prends tout l'arc narratif et je me dis quel personnage peut être bien à tel tome ou tel tome ou tel tome, quel personnage je suis obligé de mettre et quel personnage je n'ai pas d'intérêt à les mettre. Voilà. Mais ça m'est arrivé de faire des erreurs, comme par exemple sur la première version, l'arc des hommes poissons, il n'y a pas un seul tome avec Jinbei dessus. Alors que c'est littéralement un des personnages les plus importants. Du coup, ce que j'ai rattrapé dans la version finale où j'ai repris Jinbei, parce qu'en fait, finalement, je pensais plutôt le mettre sur Whole Cake Island, parce que je le trouvais plus intéressant sur Whole Cake Island, mais j'ai pas trouvé le moment de le faire, donc c'est retourné. Donc je fais aussi pas mal d'allers-retours. Le tome 13, il a changé juste avant l'impression. Enfin, j'essaye aussi de reprendre un peu ce que j'ai fait. Ok. T'avais dit, du coup, par exemple, c'était le 44, du coup, parce que je suis sur ton compte Insta pour vérifier. C'était le 44. Tu avais dit, t'as mis 2 heures. Du coup, en général, tu mets combien de temps en moyenne par cover? Alors, en moyenne, je dirais entre 45 minutes et 1 heure, en moyenne. Donc, si on fait le calcul, j'ai passé... beaucoup trop d'heures sur ce projet. Mais on est en tout, on doit être sur une centaine d'heures le projet, je pense, réparti sur 3 mois. Ouais, donc, en soi, ça va. En soi, ça va. Après, c'est vraiment parce que tu as des variables. Hein. Je crois que la couverture la plus rapide que j'ai faite, c'était 10 minutes. Et vraiment 10 minutes. Parce que je savais exactement où j'allais, j'avais le visuel, j'avais tout. Et donc, ça m'a pris vraiment 10 minutes. Et la plus longue... c'est vraiment le tome, pour moi c'est le tome 90 qui m'a pris 3 heures. 3 heures alors qu'aujourd'hui c'est un fond noir avec un regard dessus et c'est le truc le plus simple que j'ai fait, mais c'est le truc qui pour moi était le plus compliqué à faire. Parce que c'était vraiment... C'est pas parce que la couverture a l'air simple et épurée que c'est pas forcément celle où t'as mis le moins de temps, quoi. Exactement, t'essayes toujours de... Je pense que franchement, le boulot de fanart, c'est vraiment un... Enfin, moi, le fanart, je fais ça depuis toujours. Hein. J'étais petit, je jouais à Dofus. Je faisais les concours fanart Dofus. C'était très drôle. Mais en fait, c'est un exercice qui est assez compliqué parce qu'en fait, les gens, ils ont tous une sensibilité différente. Et en fait, on reprend finalement l'univers d'un auteur qui n'est pas nous. On le reprend avec notre sensibilité et ce qu'on a envie de vous montrer. Et en fait, on n'a pas tous vécu la chose de la même façon. Moi, je sais que voilà, il y a des gens qui ont détesté Whole Cake Island. Moi, c'est un de mes arcs favoris. Skypiea, je sais pas pourquoi les gens ils jettent des cailloux dessus, alors que moi, c'est mon arc. Pareil, c'est un de mes top arcs. Ah bah ouais, surtout NR, quoi. Surtout NR, surtout. Maintenant, les gens ils commencent à se réviser parce que c'est bon, on commence à intégrer la backstory One Piece, c'est bon, on commence à explorer le passé, donc les gens ils se disent mais Skypiea, NR, en fait c'était plutôt intéressant. Mais voilà, moi il y a des moments où je sais que par exemple le tome 32, je voulais qu'il soit très lumineux, et pour moi la scène emblématique c'est et le moment où il fait sonner la cloche et surtout le moment où son ombre apparaît à travers les nuages. Et ça, c'est un moment, enfin, je défie quiconque de ne pas avoir chialé durant cette scène, quoi. Ah, et magnifique cette scène. Bah ouais, et en fait, tu la retrouves quasiment plus jusqu'au tome 44, et puis après, c'est quelque chose... moi, je sais que c'est assez dithyrambique, mais moi, la mort de Ace, c'est quelque chose qui m'a pas fait grand-chose, quoi. C'était un truc, c'était un moment, on le voyait venir, c'était quelque chose d'assez évident. Puis je crois que même Oda, il avait dit en interview qu'il avait toujours prévu de le faire tuer. Mais c'est une scène que même cette scène-là, pareil, en fait, ce tome-là, il a été aussi, c'était le tome 58, il a été très compliqué à faire, parce que c'est central pour les gens. Mais comment on représente la mort de Ace sans être sur une scène qui en fait trop? Moi, j'étais parti du coup sur sa vive card qui brûle.
mais parce que c'est ça qui était puissant, quoi. C'était ce côté très simple. En plus, qu'on retrouve 40 tomes plus loin, avec la scène avec le fils de Kaido, qui est une très bonne scène animée en plus sur les derniers animés. Et c'est que ça, en fait, c'est que de la symbolique, parce que finalement, One Piece, c'est là où il est super bon. Donc des fois, on reprend des personnages, on sait pas trop pourquoi. Pourquoi le tome 45 c'est Garp, pourquoi le tome... je sais pas. Parce que c'est vraiment moi ce qui m'a marqué à l'époque, quand j'ai découvert ce truc-là. C'était ça, quoi. C'était vraiment ça. Mais si vous prêtez attention, il y a quasiment une explication pour toutes les couvertures. Quasiment. Je pourrais pas tous les lister, je suis désolé. Mais il y a quasiment une explication pour toutes les couvertures. Des fois, c'est vraiment du détail sorti de mon chapeau. Ok ? C'est un truc, je crois, le tome 53, le titre est derrière Boa Hancock, si vous regardez bien. Il y a un mec qui m'a dit, je suis désolé, on voit pas le titre sur le tome 53, j'arrive pas à le lire. Et je lui ai dit, c'est normal, il y a personne qui se met devant Boa Hancock, en fait. T'es débile ou quoi ? Je suis d'accord avec cet argument. Voilà. Et en fait, c'était juste ça le clin d'œil. C'était juste que quand tu te mets devant elle, tu te prends un kick. Donc du coup, je me suis dit, le titre, je vais le mettre derrière elle. Fin de l'histoire. C'est bête, hein, tu vois, mais c'est que des trucs comme ça. C'est que des anecdotes comme ça. Parce que je trouve que c'est trop marrant, en fait, comme projet. Et il y a des trucs à raconter, c'est surtout ça. T'as forcément des retours négatifs, des critiques négatives sur ton projet. Oui, ouais, beaucoup, ouais. Et tu le gères comment, ça ? Franchement, au début, j'étais dans l'insulte. Parce que, après, voilà, moi, je connais très bien les réseaux sociaux, donc il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Et puis c'est mon métier quand même entre guillemets, de les analyser. Mais c'est vrai que la première fois, alors que c'est très drôle, parce que moi je suis pas un personnage public, je suis même pas un personnage, hein, j'ai que 1200 followers sur Insta. Mais moi, personne connaît mon visage, plus ou moins, je pense qu'on peut le deviner. Mais il n'y a pas de... Genre, ça fait tout autant mal, quoi. Quand une personne vous critique en vous disant ouais, en fait, c'est un peu de la merde ce que tu fais. Tu te dis, ok, waouh, c'est bizarre quand même, c'est du fanart. Enfin, il n'y a pas but de ça. Et en fait, l'indifférence c'est mieux. C'est mieux, je comprends pas. Puis c'est ce qu'on se disait, hein, je comprends pas les gens qui prennent le temps de critiquer. Surtout que c'est souvent des personnes qui feraient pas le dixième de ce que tu fais. Et en fait, c'est pas constructif. Moi, j'ai eu une critique constructive. C'était un mec qui était sur mes côtes sur Reddit, qui, à chaque fois que je postais, critiquait, mais en analysant. Donc c'était en mode, je suis pas d'accord, t'as mis ce personnage-là, alors que le tome 21 parle de ça, la symbolique c'est ça. Et c'est assez drôle Reddit, parce que les gens peuvent répondre aux autres, réellement. C'est pas comme sur les autres réseaux. Et du coup, les personnes lui disaient, ouais, je pense que tu te prends un peu trop la tête quand même. Et même moi, je lui disais merci pour tes retours, parce que c'est vrai que cette symbolique, j'y avais pas pensé et tout. Et voilà, je pense qu'il détestait mon travail, mais au moins, il argumentait. Voilà, puis ça m'aidait. Honnêtement, je vais pas mentir, il m'a aidé à réfléchir à certains de mes tomes. Les autres, ouais, j'ai eu, surtout sur TikTok, étonnamment, mais non, en fait, ça m'étonne pas vraiment, où les gens prennent le temps de dire n'importe quoi. Et l'argument qui revient souvent, c'est je n'aime pas parce que le style de Bleach ne convient pas à One Piece. Parce que One Piece, c'est quelque chose d'assez fouillis, c'est quelque chose d'assez chargé, et que les couvertures actuelles de One Piece reflètent mieux cette idée-là. Sûrement, c'est pas la question en fait, on s'en fout. La question, c'est que déjà, c'est faux. Le style de Bleach convient à n'importe quel manga, c'est le principe. Et c'est surtout que c'est pas la même idée. Moi, je sais que j'ai montré ça à une amie qui m'a dit « c'est très drôle parce que, en effet, quand on voit les couvertures One Piece, on se dit, ça se voit que c'est japonais. C'est le bordel, c'est japonais. » Ça, c'est les Japonais et leur idée du design général, c'est que si vous remarquez bien, c'est toujours le bordel. Toujours le bordel. C'est très chargé, ça pète de partout. Vraiment, on a l'impression qu'ils nous prennent un peu pour des teubés, ça met des gros flashs, c'est ici, c'est là, c'est beau, c'est bien. Et c'est leur style, il n'y a pas de souci. Et alors que chez les Occidentaux, on va sur, bizarrement, quelque chose de
aujourd'hui, en tout cas depuis 10 ans, quelque chose de beaucoup plus minimaliste. Et en fait, Bleach, quand on regarde finalement le manga, on se dit putain, mais c'est. En vrai, la couverture, on se dit c'est pas japonais. On se dit ça pourrait être un truc anglais, quoi. Anglais, américain, français. En termes de design, en termes d'esthétique, c'est clairement pas dans le style classique japonais. Parce que eux, ils ont leur style à eux, mais c'est un style qui est très reconnaissable. Et en fait, c'est souvent la critique qui revient. Il n'y a pas de souci, en vrai, chacun ses goûts. Mais c'est con, en fait, de se fermer. One Piece, ça marcherait avec le style de Bleach, ça marcherait avec le style de Naruto, ça marcherait avec le style de Hunter x Hunter, ça marcherait avec n'importe quel style, comme n'importe quelle œuvre marcherait avec n'importe quel style. Et c'est le principe des fanarts qui est d'aller pousser ça, parce qu'on a tous nos sensibilités, et que le but, c'est de créer autour d'une œuvre qu'on aime bien, de pousser, parce que c'est trop stylé en fait. Et donc faire des critiques négatives là-dessus, bon, à la limite, si j'avais fait les dessins, si c'était dessiné comme un pied, etc., j'aurais pas dit. Là, j'avoue, c'est même pas le cas, donc c'est finalement assez drôle. Donc au début, ça pique. Là, depuis 2 mois, franchement, mon cerveau, je l'ai mis en off. J'ai fait, je m'en fous, c'est mon truc. Je vais jusqu'au bout, je fais ce que je veux. Et de toute façon, si les gens ils en veulent pas, ils le prendront pas. Parce qu'on peut pas forcer la vente. Donc si les gens ne veulent pas, ils prendront pas, et fin de l'histoire. Et au final, en fait, voilà, c'est assez minoritaire dans l'ensemble, je pense. Est-ce que tu comptes faire aussi les produits dérivés, comme les mangas tirés des films ou les romans par exemple? Ou juste le One Piece principal? Alors l'idée c'est juste de rester sur le One Piece principal. Parce que c'est l'œuvre majeure. Moi j'ai jamais été fan des produits dérivés. Moi, j'aime beaucoup les mangas, mais je suis pas quelqu'un qui est très produit dérivé. Pour te dire, je regarde même pas les films One Piece. D'accord. Je regarde pas l'animé même One Piece. Je regarde pas l'animé, ça m'intéresse pas. Je suis vraiment de l'école du manga. Donc l'animé, je regarde les animés uniquement quand ça a été pensé pour l'animé avant d'être pensé pour le manga. Mais sinon, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Donc je le ferai pas pour les produits dérivés. Je vais rester sur le One Piece en tant que tel, qui est un produit déjà assez solide. Donc là, on va voir. Il y a des ventes qui ont été effectuées. On va voir les retours. Est-ce qu'on peut pas réadapter des choses ou quoi que ce soit? Parce que c'est un produit que j'aimerais garder le plus longtemps possible. C'est un manga qui est encore en cours de distribution. Et en fait, pour moi, il se suffit à lui-même. Et au contraire, ça donne le temps peut-être d'aller sur d'autres mangas que j'apprécie beaucoup et qui seraient peut-être aussi super intéressants à refaire, à leur donner un autre style ou quoi qu'est-ce. On verra bien. Et du coup, en parlant de d'autres mangas à faire, t'as d'autres idées de licences à part One Piece? Des licences libres de droit si possible. Non, je rigole, c'est pas possible. Ouais, moi typiquement, je suis un grand fan de Hunter x Hunter, que j'ai découvert il y a très longtemps, que j'ai abandonné pendant longtemps. Et en fait, de toute façon, c'est pas très grave parce que vu la régularité de l'auteur, ça m'a pas trop découragé. Mais dernièrement, je les ai tous rachetés, tous les tomes. Et en fait, je me suis repris une deuxième claque. Donc moi, c'est vraiment un manga que j'aimerais bien aller explorer. Parce que les couvertures sont, on va dire, assez aléatoires. Ouais. Je vais pas jeter des cailloux, mais voilà, c'est assez aléatoire. Il y a un autre manga que j'adore, mais je sais que si je le fais, le projet, personne me suivra. Moi, c'est Shaman King, qui est un manga qui m'a beaucoup marqué, qui était un peu dans l'ombre du Big Three, comme on dit. Ouais. Mais qui pour moi est bien meilleur que Bleach, par exemple. Je préfère Shaman King à Bleach, vraiment, il n'y a pas de débat. Même si j'adore Bleach. Parce que Shaman King, en fait, c'est autre chose que le manga va aller explorer. C'est pas un shonen classique. Au contraire, c'est un manga qui a une vraie histoire parce que la distribution a été arrêtée en cours. Comment on termine un manga alors qu'on a un seul tome pour finir une histoire, etc. Et puis le message derrière est beaucoup plus fort. Et je pense que dans un premier temps, ça va pas mal m'occuper.
On m'avait demandé Naruto. Je me suis dit non. Beaucoup trop de tomes. Et puis l'avantage des tomes Naruto, c'est quand même sont très qualitatifs. Et puis après, j'aurais bien aimé SNK. C'est un manga que j'aime beaucoup, comme tout le monde en fait, et que j'aurais adoré refaire. Mais par contre, voilà, faut pas demander. Merde. Je cherche le nom japonais. Putain, j'ai complètement zappé. Terrible. Oh, tellement je n'aime pas ce manga, c'est horrible. Ah, c'est terrible. Je suis à l'ouest. C'est quoi? Le manga là, avec celui qui est hyper à la mode en ce moment avec l'animé qui a relancé le manga. Ça m'aide pas. Samouraï, démon. Demon Slayer? Demon Slayer, merci, putain, le titre ici. Demon Slayer, par exemple, c'est un manga que je referai pas, parce que c'est un manga que je n'apprécie pas. Donc, c'est quelque chose que typiquement, je n'irai pas là-dessus, même si je sais que c'est un manga qui marche très très bien. Moi, ça me parle pas. Ouais, Donc, toi, tu veux faire sur tes goûts à toi et pas sur ce qui marche en ce moment. Ouais, c'est ça, parce que le fanart, c'est aussi... c'est que si tu fais du fanart pour entre guillemets, le pognon ou entre guillemets, les vues, cool, quoi, mais si t'aimes pas ce que tu fais... tu vois, là, typiquement, le projet, ça m'a pris 3 mois. Purée, heureusement que je suis fan de One Piece, hein, parce que franchement, il y a combien de jours j'ai failli abandonner en me disant, bon, vas-y, balèque, on passe à autre chose. J'ai d'autres chats à fouetter, je vais passer à autre chose parce que ça me saoule en fait. Mais voilà, des fois j'avais des pauses de 4 jours, 5 jours, une semaine, 2 semaines, mais je m'y remettais toujours parce qu'en fait, parce que c'est One Piece quoi, ça me parle. Alors que d'autres mangas qui me parlent absolument pas, non, je les referai pas, ouais, clairement. Aussi, du coup, on peut voir que tu as le tome 104 que tu as déjà fait, alors qu'il est même pas encore disponible en France. Mhm. Donc ça sous-entend que, vu qu'au Japon ils ont les tomes bien avant nous, bah du coup tu auras toujours les couvertures de prêtes. Ouais. Et tu avais aussi donc spécifié que genre quand quelqu'un a commandé les couvertures, chaque année tu leur envoies du coup gratuitement les autres. Ouais. Et du coup ma question c'est est-ce que ton projet juste sur One Piece, il est pas à perte? Si, complètement. Mon projet One Piece est totalement à perte. Alors, il est à perte sur la durée. C'est-à-dire que, ça j'espère, Oda, fais pas trop le fou s'il te plaît, parce que sinon je suis dans la merde. Mais en gros, il est à perte sur la durée. C'est-à-dire que sur la durée globale de la production du manga, je n'aurais pas gagné un seul euro. Donc sur 5 ans, par exemple, je n'aurais pas gagné un seul euro. Ça, c'est ce qu'on appelle la LTV en marketing, donc la lifetime value. Et en fait, je savais que c'était un projet où la lifetime value était négative. Mais c'est assez intéressant parce que, ça me permet de me protéger personnellement, parce que moi, j'ai pas besoin de ce projet pour faire de l'argent. Donc, je m'en fous complètement. Donc, ça me permet de proposer le meilleur prix aussi. Parce que là, on parle quand même de 104 couvertures. Hein, c'est énorme, hein, les frais d'impression, d'envoi, etc. Ouais, plus celle à venir. Ouais. Et à l'avenir, ouais. Et en fait, à l'avenir, tu te dis, moi, je vais limiter les stocks dans tous les cas. Donc, je vais me retrouver avec un cycle finalement qui est très, très court. Mais voilà, si tu te dis qu'il faut renvoyer entre 30 et 50 lots tous les ans à la période des décembre, etc., bah, ça va coûter un billet, quoi. Donc tous les ans, je vais me retrouver avec un billet de plusieurs centaines d'euros à renvoyer. Mais en fait, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir dans le sens où, en fait, c'est aussi le but, c'est que c'est une aventure, le truc. Moi, vraiment, ce projet, je l'ai pris comme un... Même si la première règle dans mon métier, c'est que si ça ne rapporte pas d'argent, il ne faut pas le faire, qui est vrai. Ne faites jamais des choses qui ne vous rapportent pas d'argent, tout de suite, ou en tout cas à long terme. Créer du contenu carrément, parce que sur le long terme, vous allez gagner. Vendre des produits à perte plus tard, c'est complètement débile. La seule exception, bah, c'est quand vous voulez juste vous amuser. Et moi, en fait, j'ai juste envie de m'amuser. Donc c'est vraiment un projet de cœur. Et en fait, dans les faits, si on analyse bien, pas vraiment perdant. C'est-à-dire que c'est un exercice qui m'a permis de développer un compte Instagram, donc de développer une portée. Tu vois, franchement, c'est hallucinant. Le tweet que j'ai vu hier, avant-hier, ça m'a matrixé, quoi. Je suis sur Twitter, je suis notifié, je fais attends, de quoi on parle là? Et c'est vraiment, voilà, il y a un gars qui refait les couvertures One Piece,
Et il y a un mec que je ne connais pas, vraiment, sorti de nulle part, qui dit « Oh, t'es en train de faire la même chose que Denden Mushi Productions. » Je me dis « Mais c'est qui cette personne ?» Tu vois, en fait, t'es sur une niche qui est microscopique, mais du coup, à chaque fois qu'une personne, je vois, essaye de faire une couverture alternative, bah de temps en temps, il y a mon nom qui ressort. En tout cas, le nom de mon compte. Ouais. Et ça me l'a fait aussi sur TikTok. Sur TikTok, il y avait un mec, il avait bon, j'avoue, il avait fait un peu le bâtard, hein, on va pas se mentir. Il avait refait, parce qu'il voyait que mes posts TikTok étaient virales, plus ou moins. Et Reddit, ça marchait bien. Et du coup, en accéléré, en une semaine, il a fait 50 tomes One Piece. Sauf qu'une semaine, 50 tomes One Piece, bon, la qualité, tu te doutes bien, elle va pas être extraordinaire. Ouais. Mais son post a cartonné. Et en fait, si on regardait bien, dans le post, il y avait 2-3 de mes couvertures à moi. Donc il m'a repris, et il m'a même pas tagué, il s'en bat la race, et puis Ouais. il fait son truc. Non, ça, Et ça c'est pas ouf, ça. c'est vraiment pas ouf. Ce qui... Voilà, après c'est le jeu. C'est le jeu parce que de toute façon c'est du fan art, donc moi je m'en fous, j'ai pas la priorité. Mais du coup, un des premiers commentaires c'était mec, tu copies Denden Mushi, qu'est-ce que tu fais quoi? Et tag-le au moins, tu vois. Et j'étais là, genre ouais, il y a des gars qui prennent ma défense en mode mais de quoi on parle? Tu vois. Et c'est pour ça que je me suis dit non, ce projet, moi j'y mets mon cœur, j'y mets ma transpi, si tu veux. Le contenu, et même pour toi et ta chaîne, le contenu, c'est simple, c'est que plus tu donnes, plus tu reçois. Si t'es là pour braquer la banque et partir avec, de toute façon, ça sert à rien de faire ce que je fais. Hein. C'est une idée à la con. Hein. C'est vraiment une idée à la con. Par contre, plus tu donnes, plus tu reçois. Tu vois, un compte Insta voilà, basé sur ce type de fanart, c'est quelque chose qui est vachement intéressant. Parce qu'on sait pas, peut-être que dans 2 ans, Denden Mushi, ça sera 10, 15, 20 000. Parce que ça m'occupe de faire ces couvertures aussi. Ça me détend. Tu vois, je suis un soir, j'ai 2 heures, je sais pas quoi faire. Soit je mate un film, soit je fais des covers. Quand je fais des covers, en plus, je continue à garder mes compétences sur le montage, sur la mise en forme, sur l'impression. Tu vois, c'est des compétences qui sont, pour le coup, en plus, hyper intéressantes et hyper utiles. Donc ouais, je suis à perte. Désolé, je me suis complètement éloigné de ta question, mais oui, je suis complètement à perte. Et du coup aussi, vu que tu vends un produit basé sur une licence qui t'appartient pas, ça se passe comment par rapport aux droits d'auteur, tout ça? Alors ça se passe pas. C'est aussi simple que ça. Donc moi, j'ai pas de honte à en parler parce que y a une omerta en France et dans le monde là-dessus. Mais ça se passe pas. Tout simplement parce que le nombre de personnes qui prennent le temps de négocier les droits d'auteur, d'exploitation dans le marché du fanart, c'est quasiment personne. Ok ? C'est un truc, c'est hallucinant, il y a quasiment personne. Quand vous achetez même des figurines, la plupart des figurines ne sont pas validées par la maison d'édition. D'accord ? Et en fait, One Piece, c'est assez particulier parce qu'en France, il n'y a que la Shueisha qui a les droits et elle fait pas ce qu'on appelle de la distribution de droits. Donc, elle laisse pas d'autres entreprises gérer leurs propres droits. Donc ça, c'est très japonais, c'est très vertical. Les Japonais, c'est pas pour rien que y a plein d'industries où ils marchent bien, il y a plein d'industries où ils se sont éclatés la bouche. C'est parce que c'est un management qui est très vertical. Donc ils aiment bien avoir le contrôle tout là-haut. Et il n'y a pas de souci. Sauf que d'un autre côté, ils sont injoignables, c'est innégociable, ingérable avec eux. Okay, mais le truc du fanart, je vais couper le son de ces trucs-là. Le truc du fanart, c'est la force du truc, c'est qu'on rentre dans une catégorie créative qu'on va appeler... aux États-Unis, en tout cas, fair use, donc c'est-à-dire qu'on utilise, c'est fair play, quoi. C'est-à-dire qu'on part du principe que l'industrie du fanart, c'est aussi quelque chose qui, sans l'industrie du fanart, en vrai de vrai, faut pas se mentir, sans l'industrie du fanart, les 3/4 des ventes se feraient pas. 3/4 des ventes se feraient pas. Parce qu'il y a un fanart qui pète sur Insta, sur machin, sur truc, et ça, c'est une pub, en fait, permanente, gratuite, pour l'éditeur, la maison d'édition, le manga. Et donc finalement, dans les faits, il se passe pas grand-chose. Donc moi, j'ai essayé de faire la démarche. Et au final, même en essayant de faire la démarche, on se retrouve confronté à un mur où finalement, par exemple One Piece, il y a très peu de produits qui sont, entre guillemets, négociés avec la maison.
Et les seuls produits qui le sont, bah, c'est un peu de la merde, quoi. C'est parce qu'ils n'ont pas la flexibilité là-dessus. Donc, tous les créateurs prennent un risque. Et ce risque, il faut le considérer, il faut s'en rendre compte. Moi, c'est pour ça que je suis parti aussi sur quelque chose où on est sur des quantités limitées, parce que le fair use, c'est dans l'idée où bah, tu fais pas concurrence au produit initial, et toi-même, t'es pas sur un enrichissement plutôt important, même pas du tout. Et à partir de là, bah, on verra bien ce qui va se passer. Mais faut savoir que voilà, un tatoueur qui tatoue Luffy en France, et des tatouages One Piece, je pense qu'il y en a tous les jours, et ben, le tatoueur est dans l'illégalité, et la personne qui s'est fait tatouer est dans l'illégalité. D'accord ? Mais surtout le tatoueur, en vrai, parce que c'est lui qui fait payer. Donc lui, le tatoueur, il n'a pas le droit de faire ça. Il n'a pas le droit de faire ça. Il faut qu'il appelle la Shueisha, qui dise « Ok, voilà le tatouage, est-ce que je peux tatouer ça ? La personne va me payer tant, voilà ma marge, qu'est-ce que je peux faire avec ça, etc. » Donc c'est un monde assez compliqué, et en plus c'est spécifique à chaque manga, à chaque œuvre culturelle. Alors je sais qu'il y a des maisons d'édition qui sont plus chill que d'autres, mais dans les faits, c'est quelque chose qui c'est de la pub gratuite, hein, franchement. Vous êtes la Shueisha, que de la pub gratos. Les mecs qui font des montages sur YouTube Shorts, qui payent pas les droits d'auteur, etc., c'est que de la pub gratos. Vous imaginez le nombre de messages qu'on reçoit en permanence quand on aime un peu les mangas. On est matraqué par... Et c'est pour ça que vous avez des animés comme Shingeki no Kyojin ou bah, Demon Slayer qui cartonnent. Parce qu'en soi, l'animé Demon Slayer, il est sympa, mais c'est pas... SNK, c'est très très bien, mais en soi, pourquoi SNK cartonne 1000 fois plus que ce qu'il y avait avant ? Alors oui, la mode, machin truc, etc. Mais c'est aussi parce que c'est un écosystème global, en fait, où tout le monde... et c'est ça qui est terrible, c'est que tout le monde crée, mais in fine, il y a qu'une personne qui s'en met plein les fouilles, quoi. Et tant mieux, hein, on lui fait de la pub gratos, c'est cool. Mais moi, par exemple, le projet en question, les droits, c'est un peu chelou. Mais si tu veux acheter, bah, typiquement, si ce produit t'intéresse et tu veux l'acheter, et que tu regardes ta collection et que tu te dis « Ah merde, il me manque des tomes », et ben tu vas acheter les tomes qui manquent, en fait. Et donc, normalement, Glénat, il m'appelle, il me dit « Ah merci, grâce à toi, on a vendu un peu plus de tomes. » C'est con, hein. Mais même moi, pour le projet, il me manquait, je crois qu'il me manquait 8 tomes pour le projet. Bah, je suis allé les acheter. Donc, du coup, j'ai dû aller les acheter. Donc, indirectement, ça joue toujours. Mais ouais, les droits, assez compliqués pour les gens qui utilisent des visuels. Il faut savoir que globalement, tout le monde est dans l'illégalité en France. Voilà. Il n'y a personne qui est dans la légalité. Mais tout le monde. Hein. Je pense honnêtement que même les chaînes d'analyse, c'est pas légal. C'est terrible, mais je pense que c'est pas clean. Donc, parce que vous allez utiliser des visuels, des machins, des trucs. Donc on va dire que c'est un marché où on a un peu le cul entre deux chaises, quoi. À l'avenir, tu penses qu'il peut t'apporter quoi à ton projet, en globalité ? Dans mes rêves les plus fous, Ichiro Oda, il m'appelle et il me dit viens, on va boire un café. Ça, c'est les rêves de tout fan de One Piece, j'ai envie de te dire. Clairement, ce serait incroyable. Sauf que je suis pas con, hein. Si on me demande de venir au Japon, je sais très bien pourquoi, hein, c'est pour la garde à vue qui m'attend en descendant de l'avion. Pas être teubé non plus. Si vous ne savez pas à quoi ressemble une garde à vue au Japon, je vous laisse regarder. Hein. Sinon, non, je t'aurais dit, moi, la finalité de base, c'était est-ce que j'arrive à faire une vente ? Voilà, c'était vraiment ça. C'était est-ce que j'arrive à faire une vente sans publicité, de la façon la plus organique possible, juste sur l'intérêt du projet. Tu vois, sans mettre en avant de choses en particulier ou quoi que ce soit. Donc à partir de là, moi je considère que j'ai réussi la première étape. La deuxième étape, ça va être de distribuer pour les gens qui ont acheté et qu'il n'y ait pas trop de soucis, même pas du tout, si possible. Et après, je pense que ce projet, il peut... en fait, ça peut être un projet sur long terme où en fait, là, voilà, actuellement, on est dans le style très épuré de Bleach.
Mais qu'est-ce qui m'empêche dans 1 an d'aller sur un nouveau style? Qu'est-ce qui m'empêche dans 2 ans d'aller sur un nouveau style? Qu'est-ce qui m'empêche en fait finalement d'aller sur le marché des couvertures alternatives, mais dans toute sa globalité en fait? Qu'est-ce qui m'empêche de mettre en avant tous les travaux des artistes qui le font aussi à côté? Parce qu'il n'y a pas que moi qui le fais. Alors je pense que je suis la seule personne qui l'ait fait au monde. Je pense que je suis la seule personne qui l'ait fait complètement, sur One Piece en tout cas. Mais en même temps on n'est pas nombreux, et il faut le faire. Mais je pense que ça peut amener loin, soit dans le positif, soit ça peut m'amener beaucoup de problèmes et vous entendrez plus jamais parler de moi, quoi. Globalement, il y a plein de possibilités, je t'avoue. Mais je suis encore un peu en tension sur ce dossier. Après voilà, je me dis que j'ai eu un article Combini, j'ai pas eu de soucis derrière. Après bon, qui lit Combini, ça c'est une vraie question. Ça c'est une vraie question. Mais voilà, si tu veux, c'est un projet qui m'a pris 3 mois de ma vie. Et en fait, moi j'ai l'impression déjà d'avoir globalement, dans ma liste des choses que je voulais démontrer avec ce projet, créer une communauté de niche autour d'un produit de niche, ok. Parce que vraiment, tu te dis, enfin, c'est con, hein. Mais moi, avant que tu me présentes une autre personne sur Insta qui faisait ça, je me disais, mais ça intéresse qui ce truc-là? C'est quoi le problème? Arriver à vendre le produit, ok. Avoir un article dans la presse mainstream, ok. Enfin, qu'est-ce que tu veux demander de plus, quoi? Pas me faire casser les genoux par la Shueisha, ouais, ça j'aimerais bien, ok. Et puis après on verra bien, ouais. On verra bien. Mais je sais pas trop, je me laisse porter, je t'avoue. Le fait que tu aies mentionné l'autre personne, ça me fait penser que ces produits, je les ai déjà vus en revente sur le Bon Coin plus cher que lui, il les vend. Et du coup, je me demande, est-ce que toi, t'as pas peur que ça t'arrive? Que des gens achètent ton produit pour le revendre encore plus cher qu'il ne l'est sur le Bon Coin, par exemple? Ou Vinted, ce genre de truc. Alors, c'est la meilleure récompense que je pourrais avoir. Ah ouais? Moi, je vous le dis, hein, si dans mes acheteurs, là, il y a quelqu'un qui me l'achète et qui arrive à le revendre 200 balles sur le Bon Coin, faut qu'il m'envoie une photo parce que faut que je lui envoie une carte cadeau avec mes félicitations. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que t'as fait, ça a une valeur en fait. Ça a une valeur qui est hyper intéressante. Alors c'est peut-être pas toi qui as gagné cette valeur. Ça, c'est le principe de l'art. C'est qu'est-ce que je m'en fous, tu vois. Au même titre que, bon, faut pas faire des comparaisons hasardeuses, tu vois. Imagine t'es Picasso, t'as claqué un tableau à 20 000 balles et tu te rends compte 40 ans plus tard que ce tableau il est revendu 2 millions d'euros sur une place de marché. Si t'es mort, tu t'en fous. Si t'es encore en vie, tu te dis putain j'ai le seum, mais tu te dis aussi c'est la valeur qu'on donne à mon boulot aujourd'hui. Et c'est trop cool. Ah, moi je serais trop content. Moi c'est le genre de choses que je vois plus comme, comment dire, enfin personnellement c'est comme ça que je vois. Bah, comme une arnaque, parce que en fait le produit de 1 il est d'occasion et il est vendu plus cher que le prix de base. Alors dans ton cas à toi c'est parce c'est assez limité tes couvertures, si j'ai bien compris. Ouais c'est ça. Et donc, voilà. elles sont toutes encryptées sur la blockchain. Mais dans le cas de l'autre artiste, c'est pas en édition limitée, tu vois, c'est par commande, on va dire. Donc il y en a quand même qui sont produites assez régulièrement, c'est pas si difficile de s'en procurer. Donc moi je considère ça comme une arnaque plutôt, tu vois. Je sais que personnellement, de mon point de vue en tout cas, ça me ferait chier que des gens revendent mon produit plus cher qu'il ne vaut. Si tu veux, c'est un peu le principe des éditions limitées, hein. Les marques n'attendent que ça, hein. Toutes les marques qui font des éditions limitées, c'est juste un levier marketing pour créer de la demande en fait. Donc ouais, non, en fait ça dépend comment tu vois les choses. Moi j'avoue que n'étant pas principalement artiste, tu veux, ou créateur ou ce que tu veux, moi c'est quelque chose qui dans la notion, ça me dérangerait pas. Alors ça me ferait chier pour les acheteurs, parce qu'en effet tu pourrais te dire bah ouais c'est de l'occasion, tu le vends plus cher et tout. Mais d'un autre côté, moi, imaginons, hein, tu sais, dans 2 ans ça part à 1 000 euros. Oh. Ah mais moi je suis tellement content.
Je me dis, mais waouh, putain, les gens, ils ont fait monter les enchères jusqu'à 1000 euros pour ça. Et bah purée, c'est beau. Parce que, moi, cette valeur-là, si tu veux, je vois moins l'argent que ça peut rapporter que ce que ça signifie derrière. Et je trouve que c'est une récompense en tant qu'artiste, savoir que tes produits se revendent plus cher après. Parce que moi, je me dis, bon, bah voilà, là aujourd'hui, c'est One Piece. Imaginons dans 4 mois, bon, je vais me laisser du temps pour la prochaine. Dans 4 mois, c'est Hunter x Hunter. Alors, Hunter x Hunter, c'est un peu plus niché, mais pourquoi pas. Et lui, pareil, hein, je ferai les couvertures à vie. Parce que l'avantage avec Hunter x Hunter, c'est que je risque pas grand-chose. Si je fais un tome tous les 3 ans, bah, c'est bien. T'es sûr de pas te fatiguer, en tout cas. T'as tout compris. Je perdrai un peu moins d'argent sur le dossier. Mais non, faut le voir positivement. Encore une fois, moi vraiment, ce que j'attends, je pense que c'est ce qu'attendent la plupart des personnes qui font ce genre de choses, sur le fan art, etc. C'est la reconnaissance déjà des gens qui apprécient. Mais in fine, dans le fond, tout le monde attend une reconnaissance officielle, si tu veux. Le plus dingue, c'est de se dire, passer 5-6 ans, tu reçois un soir un coup de fil, c'est une maison d'édition, c'est la société mère, ils sont pas contre toi, mais ils sont avec toi, et ils te disent, bah, vous allez arrêter la commercialisation parce que c'est pas possible, mais on a envie de bosser avec vous, ou en tout cas, on a envie de vous voler votre idée. Moi, le mieux, vas-y, tu sais quoi, mon rêve, c'est quoi ? C'est que Glénat entende parler du projet, et se disent, on va le copier. Tu vois, ils se disent, un mec avec une force de frappe aussi faible arrive à faire tant de ventes, on va le tuer. Donc on va juste m'appeler pour me dire faut arrêter. Et on va faire le projet. Donc on va aller au Japon et on va aller essayer de vendre le projet. Et me dire, t'imagines dans 5 ans, parce que ça c'est un truc, c'est un marché, c'est trop bizarre que ça n'existe pas. Le marché des couvertures alternatives. Moi, je trouverais que c'est un marché de fou. Tu vois, moi je vais à la Fnac, j'achète mon manga et il existe des couvertures alternatives. Un peu comme sur les albums ou des choses comme ça. Moi j'achète tout de suite. Je sais pas toi, mais moi j'achète tout de suite. Je vois, ils ont fait un partenariat, tu vois, comme One Piece, ils ont fait un partenariat avec l'auteur merde. Avec le scientifique là. Je vais y arriver. Boichi. Merci Boichi. Ouais, Franchement, Boichi, tu vois, il te fait une couverture personnalisée pour un tome en question. La couverture, elle est incroyable. Ça coûte 2 euros. Moi, je l'achète. Enfin, je sais pas toi, mais moi, je me dis, vas-y, je l'achète carrément. Mais tu vois, typiquement, ça, tu te dis, c'est un marché alternatif qui est dingue. Et c'est le but, hein, ce genre de produit, c'est de donner, entre guillemets, toujours plus. Mais tu vois, même sur des mangas comme Berserk et tout. Et en fait, aujourd'hui, les maisons d'édition, elles sont très old school. Donc, elles vont, par exemple, faire des rééditions. Sauf qu'une réédition, en fait, quand t'y penses, putain, tu te prends la tête, quoi. Faut ressortir le papier, refaire tes collages, revendre le tome complet, diminuer ta marge et tout. Alors que finalement, si moi, demain, franchement, je te le dis, hein, dans 5 ans, si ce projet continue et attire les regards et les maisons d'édition se disent, putain, j'avoue, c'est une bonne idée de faire des couvertures alternatives, mais vendues séparément, et que moi, mon projet s'arrête, moi je me dirais c'est ouf quoi, parce que j'ai été acteur de ce truc là, tu vois, entre guillemets. Et c'est aussi le but de ce projet, hein. C'est que moi j'aime bien personnaliser ce que j'ai, je peux le faire parce que j'ai les compétences pour le faire, mais en fait on peut pas tous faire ça, tu vois. Et du coup, bah, j'aimerais terminer avec, je pense, ma question la plus importante, même si je pense connaître la réponse, mais bon, c'est voilà. Tu préfères One Piece ou Bleach ? Clairement One Piece. Les gens qui citent Bleach, c'est des fous, c'est des dingues. Non, One Piece de loin. Très très loin. Incalculable. En tout cas, merci à toi pour l'interview. C'était un vrai plaisir d'échanger là-dessus. Et en espérant une longue vie à ce format. Parce que c'est vachement intéressant de donner la parole aux personnes qui font du fan art ou qui font de la création autour de manga. Ouais, mais cool. Surtout merci à toi d'avoir accepté, parce que c'est pas tout le monde qui aurait accepté, surtout de la part d'une petite chaîne comme la mienne, tu vois. Au contraire, moi je te dirais, continue à essayer de faire tes demandes d'invitation, parce que tu serais surpris du nombre de personnes qui
qui ont envie de parler de ça, je pense. Donc n'hésitez pas à aller suivre aussi Denden Mouchi sur sa page Insta, le lien est bien évidemment en description. Donner de la force, avec grand plaisir. On la prend toujours avec grand plaisir. Voilà, j'espère que ça vous a plu. L'interview, c'est un nouveau format que j'aimerais installer sur la chaîne. Il n'y en aura pas régulièrement, malheureusement, mais de temps en temps, ça peut être cool. Surtout le format d'interview qui dure une petite heure, qu'on peut mettre en fond et écouter pendant qu'on fait autre chose. Je trouve ça assez intéressant. Encore merci à Denden Mouchi Productions d'avoir accepté mon invitation. Le lien de son Instagram est bien évidemment en description. Aussi, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche, de liker, de partager. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, bye.